الكرام، سيداتي سادتي، سيدي رئيس الجلسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا الاعتزاز بكم والحب الذي أكنه لكم لما كنت معكم اليوم بعد وفاة والدي منذ أسبوع، وأطلب منكم أن تتسامحوا معي إن كنت في غير المستوى. اليوم أتكلم بصعوبة، اسمحوا لي. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne tous les médecins, pas uniquement les diabétologues, pas uniquement les internistes. La question de la neuropathie diabétique, ou je devrais dire des neuropathies diabétiques, monsieur le professeur Khalfa me corrige si je fais une erreur. Et chacun des chapitres de cette question mérite à lui seul une intervention. Je vais essayer d'être succincte pour vous rappeler simplement les valeurs cibles de la glycémie, mais je crois que le professeur Khalfa va en parler tout à l'heure, puisqu'il a parlé de nouveautés sur la question. Alors, pour les neuropathies diabétiques, je voudrais d'abord dire que le diabète est actuellement la première cause de neuropathie dans le monde. Ceci est en rapport avec l'augmentation de la prévalence du diabète de type 2 un peu partout dans le monde. La neuropathie diabétique est une complication du diabète fréquente et précoce. Pardon, j'ai un petit souci là. Deux facteurs président à sa survenue: la durée d'évolution de la maladie diabétique et le niveau d'équilibre de la glycémie. Je commencerai donc par le premier type de neuropathie diabétique, qui sont les neuropathies périphériques. Ce sont les plus fréquentes, les plus précoces. Sur le plan clinique, elles se traduisent par des paresthésies, des allodynies, des dysesthésies qui sont fréquentes et qui sont fréquentes, mais en réalité, la symptomatologie de la neuropathie de la polynévrite diabétique est extrêmement polymorphe. À type de fourmillement, de sensation de pieds chauds ou de froid, voire de douleur intense, à type d'écrasement, de broiement, de brûlure, de décharge électrique. Ces douleurs sont discontinues, mais parfois elles revêtent un caractère continu. Alors là, je ne sais pas, je crois que j'ai un problème maintenant. Oui. Le caractère nocturne de ces douleurs, à type de crampes le plus souvent, doit évoquer cette neuropathie diabétique, ces douleurs qui réveillent le patient, qui sont souvent cause d'insomnie et qui sont calmées par la position debout et la marche. C'est un malade diabétique qui va se lever au cours de la nuit, il va se mettre à marcher pour essayer de soulager ses douleurs. Ces signes fonctionnels, bien que très évocateurs, peuvent cependant être absents et seul l'examen clinique, l'examen physique, permettra de les dépister. Les signes cliniques physiques, il s'agit surtout de troubles de la sensibilité profonde avec perturbation précoce de l'épreuve au diapason, qui signe ce trouble de la sensibilité profonde signe une atteinte des grosses fibres, qui est associé à l'abolition des réflexes achilléens et puis par la suite également des réflexes rotuliens. Le sens de position du gros orteil est perturbé et parfois on retrouve un trouble de la perception du tact fin au niveau de la partie distale des membres. Le deuxième type de trouble, ce sont les troubles de la sensibilité thermoalgésique qui signent une atteinte des petites fibres et qui est responsable de traumatismes indolores, eux-mêmes responsables plus tard de troubles trophiques qui sont la caractéristique du pied diabétique. L'atteinte motrice, elle, est beaucoup plus rare. Elle
et en général, elle accompagne les atteintes sensitives plus sévères. La polynévrite diabétique, toujours, peut revêtir une forme hyperalgique, qui se traduit par des douleurs invalidantes à prédominance toujours nocturne, avec parfois des hyperesthésies cutanées et sensations de brûlure spontanée. Cette symptomatologie évolue vers la chronicité avec un retentissement important sur l'état général et l'apparition d'une amyotrophie. L'insulinothérapie et l'amélioration du contrôle du diabète entraînent en général une évolution favorable, et c'est ce qui nous permettra de dire plus tard dans le traitement qu'une des bases de la thérapeutique du traitement, c'est justement de corriger le déséquilibre glycémique. Ces variations, on a également incriminé, plus qu'encore que le niveau de l'hyperglycémie, les variations rapides de la glycémie que l'on peut voir lors de la mise en route, par exemple, d'un traitement par l'insuline. Les examens paracliniques sont rarement nécessaires, le diagnostic de neuropathie diabétique étant d'abord un diagnostic clinique. Mais lorsque on a recours à ces examens, c'est en général lorsque il y a des signes atypiques qui ne sont pas forcément en rapport avec une polynévrite diabétique, qui peuvent être en rapport avec une autre atteinte neurologique, qui peuvent poser un problème de diagnostic étiologique et différentiel. On les retrouve surtout lorsque le diabète est ancien, de plus de 5 ans, mais on retrouve toujours les signes fonctionnels, les signes physiques que nous avons vus, qui sont en rapport avec la neuropathie diabétique. Lorsque l'on fait un EMG qui n'est pas nécessaire pour les formes habituelles, on retrouve une atteinte neurogène périphérique avec diminution précoce des vitesses de conduction sensitive et motrice et la présence d'une axonopathie démyélinisante. L'EMG, comme on vient de vous le voir, n'est nécessaire que lorsque le tableau clinique n'est pas complet ou qu'il y a un doute sur le plan étiologique. Alors, pour le traitement, il faut dire que pour ce qui est des moyens, nous avons peu de moyens pour le traitement de la neuropathie, de la polynévrite diabétique. S'agissant d'une douleur chronique neuropathique, les antalgiques neurogènes à type d'antidépresseurs tricycliques comme la métriptyline, les neuroleptiques, la prégabaline. Les effets secondaires de ces médicaments ne sont pas à négliger, il faut donc en tenir compte. Et la vitaminothérapie B est pratiquement abandonnée, elle n'a pas fait la preuve de son efficacité. Par contre, il est nécessaire de corriger tout déséquilibre glycémique, et cette correction peut à elle seule améliorer le patient. À côté des polynévrites, il y a les mono- et les multinévrites qui sont à rechercher systématiquement lorsque le diabète n'est pas connu. Rechercher donc un diabète chaque fois qu'on est face à une mononévrite ou une multinévrite. Cette multinévrite concerne d'abord les membres inférieurs. Elles peuvent être à type de cruralgie ou de sciatalgie, de sciatique. La cruralgie se manifeste par des douleurs qui sont souvent à type de brûlure, qui concernent la face antérieure de la cuisse, parfois la face antéro-externe de la jambe. Elles peuvent s'accompagner d'une hypoesthésie dans le territoire qui correspond, et parfois on a un syndrome de l'amyotrophie proximale des membres inférieurs. Je vais aller un peu vite, on pourra discuter plus tard des points de détail. Alors pour les membres supérieurs, l'atteinte est beaucoup plus rare. Il s'agit d'atteintes des nerfs qui sont à gros contingent de fibres sensitives, essentiellement le médian et le cubital. Et on peut observer un syndrome du canal carpien qui est très évocateur, qui est souvent une complication du diabète. L'atteinte des nerfs crâniens peut concerner les nerfs oculomoteurs, essentiellement la 3e et la 6e paire, responsables d'une diplopie, beaucoup plus rarement l'atteinte
concerne le pathétique, la quatrième paire. Comme autre atteinte des nerfs crâniens possible, on peut observer une atteinte du nerf facial, mais elle est rare. Elle est responsable, bien sûr, d'une paralysie faciale et qui est transitoire. À côté des polynévrites et donc de la neuropathie périphérique, nous avons également des neuropathies végétatives, à type d'abord de neuropathie génito-urinaire. Sur le plan urinaire, on peut observer une vessie neuropathique, très souvent, qui peut être assez souvent présente. J'ai gardé le chiffre de 50%, en réalité, il y a des extrêmes selon les auteurs. C'est la perte de sensation de plénitude vésicale, la diminution de perception du besoin d'uriner, qui entraîne une rétention urinaire et une miction par engorgement. Au cours de cette atteinte, on observe une vessie qui est augmentée de volume, dilatée, avec un risque de retentissement sur l'autre appareil. Le diagnostic de neuropathie vésicale sera évoqué lorsque la fréquence des infections urinaires pose un problème et lorsqu'on fait une échographie, on retrouve un résidu post-mictionnel. Cette symptomatologie impose de pratiquer un bilan urodynamique. Toujours pour ce qui est de la neuropathie végétative, l'impuissance, résultat de troubles de la fonction érectile, qui sont très fréquents, et souvent cette fréquence est sous-évaluée parce que le malade n'en parle pas ou parce que le médecin n'a pas posé des questions, la question qu'il faut. Le deuxième type d'atteinte génitale, c'est l'éjaculation rétrograde, qui peut être responsable d'une stérilité et qui nécessite une prise en charge souvent multidisciplinaire, en sachant que l'impact psychologique de cette atteinte est extrêmement important. Toujours pour ce qui est de la neuropathie végétative, la neuropathie digestive se traduit par une gastroparésie ou une entéropathie diabétique. La gastroparésie est essentiellement due à un ralentissement du péristaltisme, une dilatation gastrique et une stase du bol alimentaire. Je voudrais insister simplement sur le point du risque d'hypoglycémie que cette atteinte induit. Les médicaments sont des médicaments habituels, médicaments prokinétiques, et l'entéropathie diabétique se traduit surtout par des épisodes de diarrhée ou au contraire par des épisodes de constipation opiniâtre traduisant une atonie intestinale. Alors, je ne voudrais pas m'étendre sur ce tableau parce qu'il nous prendrait à lui seul de longues minutes, mais si vous voulez, on pourra en reparler tout à l'heure. Toujours pour ce qui est de la neuropathie végétative, la neuropathie autonome cardiaque qui traduit l'atteinte du système parasympathique et plus rarement l'atteinte du système sympathique. Alors pour ce qui est de l'atteinte du système parasympathique, qui est un système cardiomodérateur, son atteinte va se traduire donc par une tachycardie sinusale permanente. Lorsque le sympathique, l'orthosympathique est atteint, c'est essentiellement l'hypotension artérielle orthostatique qui peut poser des problèmes, qui peut poser de gros problèmes aux patients, qui a des difficultés à se lever, à changer de position. Le traitement de ces formes appelle surtout à des mesures simples. On doit éduquer le malade pour lui apprendre à se lever, à ne pas avoir de levée rapide. Et cette hypotension artérielle orthostatique doit être recherchée au cours des consultations au moins annuellement. Également, la tachycardie sinusale doit être recherchée, si possible, au cours de chaque consultation, mais sinon au moins annuellement. En conclusion, je dirais que le diabète est actuellement la première cause de neuropathie dans le monde. La neuropathie diabétique est l'une des complications les plus fréquentes et les plus précoces du diabète. La survenue de cette atteinte dépend de deux facteurs, la durée d'évolution de la maladie et l'équilibre de la glycémie. En réalité, il y a d'autres facteurs, en particulier l'âge.
Dans la grande majorité des cas, il s'agira d'une polyneuropathie sensitive qui touche la partie distale des membres inférieurs. C'est la classique neuropathie en chaussettes et en gants. C'est le territoire de l'atteinte sensitive au niveau du membre inférieur et du membre supérieur. Les troubles végétatifs sont souvent associés aux troubles sensitifs, mais les déficits moteurs sont rares et tardifs et signent une sévérité plus grande de l'atteinte. Les principales complications de ces formes sont les troubles trophiques des pieds et les douleurs neuropathiques. Je ne me suis pas beaucoup étendue sur les troubles trophiques des pieds, on pourra en reparler, ou bien d'autres intervenants. Les atteintes focales et multifocales traduisent une atteinte des membres, en particulier les cruralgies et les paralysies oculomotrices, qui sont plus rares, qui surviennent généralement après 50 ans et qui ont une évolution limitée dans le temps, contrairement aux formes polynévritiques qui évoluent le plus souvent vers l'aggravation. La neuropathie diabétique se manifeste donc par un ensemble de symptômes qui peuvent aller des troubles sensitifs essentiellement au niveau des membres inférieurs à des atteintes de l'appareil digestif ou cardiovasculaire. La perte de sensibilité induite est particulièrement grave, elle expose en effet le patient à des risques de blessures ou de plaies indolores et qui, en l'absence de prise en charge, peuvent se compliquer et entraîner une ulcération, d'où l'apparition de ce pied diabétique. Faute de traitement spécifique de la neuropathie diabétique, il est important de veiller à l'amélioration du contrôle de la glycémie, seul moyen de freiner l'évolution de la maladie. Quant à ses conséquences physiques, elles font généralement l'objet de traitements adaptés à chaque symptôme. La présence de plaies et de blessures indolores, notamment au niveau des pieds, doit être systématiquement recherchée à chaque consultation. Dans tous les cas de neuropathie survenant chez un diabétique, il faudra s'assurer qu'il n'existe pas une autre origine à cette neuropathie, éventuellement curable. Pour le traitement des douleurs, on aura recours aux antidépresseurs tricycliques, à la prégabaline ou à la duloxétine, c'est-à-dire le Cymbalta. Un contrôle du diabète aussi rigoureux que possible diminue les risques de développement de neuropathie. Je vous remercie et je m'excuse si j'ai été incomplète.